Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de la grande interview qui, comme son nom l'indique, eh bien, sera votre rendez-vous mensuel durant lequel j'échangerai sur un sujet d'actualité avec une personnalité de la sécurité, que cela soit des dirigeants de société par exemple, ou encore des directeurs de groupes industriels ou d'enseignes de distribution. Aujourd'hui, eh bien, pour cette première, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alain Juillet. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. On est ravi de vous accueillir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, un court résumé de votre biographie. Vous avez entre autres travaillé pour Ricard, pour Jacob Suchard et Marks & Spencer France. Ensuite, de 2002 à 2003, vous avez pris la direction du renseignement au sein de la DGSE. Puis vous êtes haut responsable pour l'intelligence économique en France auprès du Premier ministre jusqu'en 2009. Puis 2011, eh bien, vous êtes président du CDSE, qui est le club des directeurs de sécurité des entreprises, et de leur revue Sécurité et Stratégie à la documentation française. En 2016, vous devenez président de l'Académie de l'intelligence économique, et en 2017, eh bien, vous créez l'Association de lutte contre le commerce illicite, on en parlera tout à l'heure, et vous participez également à la création de l'Académie nationale de la sécurité privée. C'est un sans faute pour le moment sur votre CV. Vous êtes bien informé. D'accord, très bien. C'était le but du jeu aussi. Exactement. Alors aujourd'hui, avant de parler de sujets d'actu, quelles sont exactement vos activités et les projets sur lesquels vous travaillez? J'ai plusieurs projets. J'ai d'une part, dans le cadre de mes activités, je travaille sur la création d'un pôle d'excellence sur la sécurité globale en région Rhône-Alpes, sur Lyon et la région Rhône-Alpes, à vocation européenne. Je travaille beaucoup sur les problèmes de commerce illicite parce que je pense que c'est un problème considérable pour les années à venir. Bien entendu, comme beaucoup de gens qui s'intéressent à ces problèmes de sécurité, je suis de plus en plus branché sur les problèmes de cybersécurité, parce que ça devient le plus gros foyer de perte dans les entreprises. Et c'est pas fini, on n'en est qu'au début. Et puis à côté de ça, je donne des cours, je fais des conférences. De temps en temps, je conseille des entreprises, ou parfois des États d'ailleurs, sur des domaines que je connais un petit peu et que vous avez rappelés. Vous n'arrêtez pas, on abordera certains de ces sujets tout à l'heure. Je souhaiterais d'abord avoir votre avis sur la profession de la sécurité, d'abord avec les réformes qui ont été engagées, et puis on le sait, une situation économique qui était difficile, ça a été mieux après les attentats, parce que bien évidemment, ça a relancé la filière, mais je crois que depuis 2017, c'est un peu plus compliqué. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette filière sécurité. C'est sûr qu'elle a été pendant très longtemps, je dirais, une activité mal aimée ou mal comprise de la part du public, de la part des entreprises. Et puis, malheureusement d'ailleurs, mais avec les attentats terroristes, avec de l'autre côté d'ailleurs aussi les problèmes, les attaques cyber qui ont commencé à se développer, tout le monde a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Donc cette filière a commencé à prendre, je dirais, une certaine respectabilité, une certaine responsabilité. Mais elle souffre de beaucoup de choses encore aujourd'hui. La première, c'est la fragmentation de l'offre, c'est-à-dire il y a des quantités d'entreprises qui proposent des services de sécurité, avec certaines qui sont, c'est pas une question de taille, mais une question de qualité. Vous avez certaines qui sont remarquables et qui font un travail formidable. Il y en a d'autres dont on ne peut pas dire que le professionnalisme est parfait, parce qu'ils connaissent pas mal la question. Et là, on a un problème de fond, si vous voulez, qu'il va falloir régler, parce que dans l'avenir, si on veut que cette profession soit reconnue, il faut que tout le monde considère que les participants, c'est-à-dire les entreprises qui font partie de la sécurité privée, soient effectivement reconnus comme de grands experts et de grands professionnels. Là, il y a un effort à faire, qui est un effort qu'il faut faire de l'intérieur, parce qu'on peut légiférer tout ce qu'on veut, mais le problème, c'est à l'intérieur que ça se passe. Alors comment on peut faire justement? Est-ce qu'on doit labelliser en quelque sorte ou upgrader? Comment on peut suivre ces entreprises pour voir qu'elles répondent effectivement aux attentes? Je crois d'abord qu'il faut qu'elles partent d'une voie unique, si vous voulez. Là, il y a eu beaucoup de choses depuis qu'ils sont passés avec les rapports successifs qui sont succédés et les déclarations d'ailleurs des présidents de syndicats. Mais c'est vrai que quand vous êtes au CNAPS, et j'étais administrateur du CNAPS pendant 6 ans, quand vous êtes au CNAPS et que vous voyez toute une quantité de présidents de syndicats, certes experts, chacun dans leur domaine, mais qui chacun parle en définitive pour un petit nombre de sociétés,
ben, c'est un véritable gâchis, parce que ça crée plus la cacophonie, si vous voulez, que l'unité. Et je pense en particulier, alors dans la sécurité privée proprement dite, moi j'ai toujours milité, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, j'ai toujours milité pour qu'il y ait un syndicat unique. C'est clair, parce que je pense qu'aujourd'hui... d'une seule voix. Qui parle d'une seule voix. Alors, bien entendu, sachant que jusqu'à maintenant, il y a eu 2 syndicats qui ont fonctionné, chacun avec leur spécificité, et qu'évidemment, si on veut rapprocher les deux, ben, il faut créer quelque chose de nouveau, parce qu'on ne peut pas imaginer que l'un va être absorbé par l'autre ou réciproquement. Il faut créer une 3e voie, plus constructive, plus globale, et dans lesquelles tout le monde se retrouve. Donc là, il y a un vrai travail à faire, mais je pense que c'est un des éléments fondamentaux, hein. Après, le deuxième, c'est au niveau des donneurs d'ordre. Et là, je suis bien placé pour en parler, puisque, comme vous l'avez rappelé, moi j'ai été président du club des directeurs de sécurité pendant 6 ans, hein, 2 fois 3 ans. Bon, là, il faut aussi obliger les donneurs d'ordre à respecter la loi. Et quand il n'y a pas de loi, à respecter un minimum de règles. En particulier, c'est une évidence, hein, tant que des acheteurs continueront à acheter des services de gens de la sécurité à un prix inférieur au prix minimal qui fait que la société qui contracte peut payer tout ce qu'elle doit payer, ben évidemment, on aboutira à des choses qui se passent aujourd'hui, c'est-à-dire manque de qualification, personnel qui n'est pas déclaré, et ainsi de suite. Donc si on veut faire la chasse, je dirais, aux brebis galeuses, si je peux m'exprimer ainsi, hein, aux gens qui ne sont pas compliance, comme on dit maintenant, hein, au niveau des sociétés de sécurité privée, il faut aussi que de l'autre côté, on applique des règles. Donc, si vous voulez, le problème de la sécurité privée, c'est un problème global dans lequel tout le monde est concerné, et y compris l'État, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le CNAPS également. Hein, donc, vous voyez, pour moi, on est dans une fenêtre d'opportunité, parce que la sécurité, c'est devenu quelque chose d'essentiel en France, comme dans toute l'Europe et ailleurs. On est dans une fenêtre d'opportunité, il faut savoir s'en servir, mais pour ça, il faut évoluer et évoluer très vite. Donc c'est peut-être le moment ou jamais, d'ailleurs. Ah oui, ben je pense que c'est un moment formidable. Autre sujet, vous avez lancé, on en parlait tout à l'heure, récemment, l'association de lutte contre le commerce illicite. C'est pour assister les entreprises et aussi sensibiliser le grand public sur ce sujet. C'est une association qui entend devenir pour ses membres d'abord un lieu de rencontre, d'échange, un observatoire et de sources d'information. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les secteurs les plus touchés par le commerce illicite ? Alors, c'est paradoxal parce qu'on pense à certaines choses, mais en réalité, on pense à la drogue, on pense aux cigarettes, mais on ne pense pas à toutes les autres activités illicites qui se développent, en particulier à travers l'Internet. Ouais. Hein, et ça va des produits vivants, hein, des animaux, avec les cornes de rhinocéros. C'est que le corne de rhinocéros, ça vaut aussi cher que de la cocaïne ou que de l'or. Hein. Ça vaut extrêmement cher. Ça, et ce qui explique pourquoi les malheureuses bêtes sont abattues les unes après les autres par les braconniers en Afrique. Mais vous avez les produits pharmaceutiques, on ne s'en rend pas compte, mais la vente de produits pharmaceutiques par Internet se développe à toute vitesse. Alors, dans nos pays, on ne comprend pas, nous, parce qu'on a des pharmacies partout, nous. Donc, nous, on sait, on va à la pharmacie, on a sa carte, on achète un produit qui a été vérifié. Mais en Afrique, où il n'y a pas de pharmacie, où il n'y a rien, les gens achètent sur Internet et ils se font rouler, parce qu'il y a des réseaux de voyous, des réseaux de criminels, qui vendent des produits qui n'ont rien à voir avec un produit pharmaceutique normal. C'est dangereux en plus de ça. Et souvent très dangereux. Et là, ça fait des morts. Ça fait des morts parce que les gens croient soigner et puis le produit qu'ils ont ne fait pas d'effet. Ou alors le produit est carrément toxique et ça les tue. Et il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'action contre tout ça, parce que les gens commencent tout doucement à se mobiliser. Vous avez le trafic humain. Les trafics humains, par exemple, il ne faut pas l'oublier, ça prend une ampleur considérable. Les migrants, on ne peut pas voir les migrants uniquement que comme des malheureux qui se déplacent d'un point à un autre pour essayer de trouver du travail ou fuyant la guerre. Le long des routes de migrants, aujourd'hui, vous avez des trafics. Les trafiquants se sont installés, ou plus exactement, les migrants suivent les routes des trafiquants. Ça veut dire qu'ils se font rançonner à chaque étape, qu'ils se font utiliser à chaque étape, avec tout ce que ça comporte, hein, en particulier pour les enfants et les femmes. Donc, je dirais, dans tous les domaines aujourd'hui, hein, et ce qu'il faut savoir, parce que je crois que c'est un chiffre que les gens n'ont pas bien conscience, c'est que le trafic illicite au niveau mondial, alors, on l'estime actuellement à plus de 600 milliards de dollars. Je ne sais pas ce que ça représente. Ouais. C'est le budget américain de la défense, en gros.
Hein, ils sont à 700 cette année, mais l'année dernière, c'était 600. Hein. C'est le budget américain total de la défense, c'est l'équivalent des trafics illicites dans le monde. Et les trafics illicites croissent de 20% par an dans nos pays. C'est-à-dire que tous les ans, et ça veut dire... C'est du vol, parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Donc ça veut dire que c'est autant nous qu'on va devoir compenser en payant nos impôts, et en plus pour des produits qui ne sont pas bons. Alors il faut réagir. Ça ne cesse d'augmenter. Comment on peut lutter face à ce... il faut prise de conscience, sensibilisation, et ça c'est un des buts de notre association. Mais comme dans beaucoup d'autres pays, il y a des associations qui se créent en liaison avec les pouvoirs publics, en liaison avec les entreprises pour sensibiliser, pour former les gens à la lutte, parce que former au niveau du privé. Parce que, bon, on connaît tous la lutte contre le luxe, les produits de luxe, par exemple, copiés. Tout le monde connaît, si vous voulez, ce que fait Hermès, LVMH, tout le monde connaît. Et on a vu des publicités dans les aéroports qui ont sensibilisé le grand public. Exactement. Mais il n'y a pas que les sacs Vuitton, si vous voulez, ou Lancel, ou ce que vous voudrez, qui sont touchés. En réalité, le problème, il est général, donc il faut que les gens le comprennent. Et comprennent que derrière ces trafics, ce sont des organisations criminelles mondiales, globales. C'est ça. Hein, et qu'ils utilisent l'Internet, donc il faut apprendre à utiliser l'Internet pour ne pas se faire avoir. Donc il y a tout un ensemble, si vous voulez, de choses à faire, et qui doit aboutir aussi à des réglementations, mais il ne faut pas non plus abuser des réglementations, mais quand même que les pouvoirs publics prennent conscience aussi de l'importance du problème et ne le traitent pas, si vous voulez, de manière, je dirais, marginale. Mettre les moyens, justement, pour... Exactement. Le bilan de votre association, ça fait pas très longtemps qu'elle a été créée. Non, créée, on l'a créée, si vous voulez, avec deux amis, suite à des conférences et des réunions, des assemblées qu'on avait eues à l'étranger, des colloques à l'étranger. On a créé ça il y a un peu plus d'1 an maintenant, il y a à peu près 1 an et demi. Hein. Le problème d'abord, ça a été bien sûr de jeter les bases, de nous faire connaître, de créer des passerelles avec les pouvoirs publics au niveau européen, avec l'OCDE, avec Bruxelles, avec tout ce qui est concerné, avec nos collègues à l'étranger, et puis aussi de trouver des adhérents, bien entendu. Combien d'adhérents aujourd'hui ? Actuellement, alors en réel, nous avons essentiellement, nous, des fédérations maintenant. Parce qu'au départ, on est parti pour avoir des entreprises. Mais les entreprises, elles sont prêtes à aider sur leur domaine, mais on s'est aperçu que c'est plus simple de travailler avec des fédérations parce que dès que vous travaillez avec une entreprise, tout le monde vous tombe dessus en disant « Ah, mais vous êtes payé par elle ». Ce qui est absurde, parce que ce n'est pas du tout le problème. Voilà. Donc on est rentré plutôt sur les fédérations et ça marche très bien. Combien ? Je vous dis une dizaine. Une dizaine, très bien.